Début du photomaton. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Si monde il y a, je ne sais pas trop, combien de personnes. Alors, il y a du monde, il y a des personnes qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, bienvenue à tous. Nous, on est ravis de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau talk sur finalement les enjeux de la communication. Mais en attendant que tout le monde puisse arriver tranquillement, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, les talks chez nous, c'est vraiment des moments de partage sur nos expertises dans le digital, mais aussi des moments d'échange avec vous sur les problématiques qui vous animent. Donc, n'hésitez pas, vraiment pas à poser toutes vos questions dans le chat ou même à booker un petit moment d'échange avec nous si vous le souhaitez. À la fin, nous, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous sur vos problématiques, sur vos projets. On a également voulu vous partager le sujet de notre prochain talk avant l'été. Sachez que ça sera le dernier talk avant l'été. Donc, voilà, on a tous besoin de prendre quelques vacances. Mais du coup, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous inscrire sur la landing page qui est déjà disponible sur le site. Je vais vous la remettre également dans le chat pour les personnes qui seront intéressées donc, par le prochain sujet sur finalement toute la méthodologie de cadrage d'un projet digital en amont sans le cahier des charges. Donc, n'hésitez pas s'il y a des personnes intéressées. Prochain talk le 8 juillet. On va en profiter également pour présenter nos 3 animateurs aujourd'hui, nos formidables animateurs. Je présenterai Limpide juste après, Jérôme. Ouais, mais en fait, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de tu ne vois pas forcément où je ne te vois pas là, en fait. J'ai l'écran partagé, mais c'est vrai que je ne te vois pas. C'est pas grave, vas-y. Pas de souci. En tout cas, on a la chance aujourd'hui d'être accompagnés par 3 formidables animateurs qui vont être présents tout au long avec nous. Eh bien, Jérôme, je te laisse te présenter. Ah bah oui, alors moi je suis Jérôme Duban, je suis responsable du pôle branding de l'agence, Brand Experience. Voilà, donc j'ai plutôt un profil de créatif et de conseil aujourd'hui sur tous ces sujets de marque et de communication. Et je travaille avec Manon. Bonjour à tous, merci. Donc Manon Zer, je suis chef de projet au pôle Brand Experience. Donc je travaille avec Jérôme sur le pôle pour tout ce qui va être gestion stratégique du projet et après gestion opérationnelle au quotidien avec le client. Et moi, je suis Dimitris Skandalitos, je suis le responsable du pôle trafic, du pôle web marketing de l'agence. Et voilà, on intervient sur des expertises de référencement naturel, de référencement payant, d'analyse de data. Et c'est avec joie qu'on va vous parler pendant ce talk. Et donc, moi, je suis Naomi, donc je suis en charge de notamment l'organisation de tous ces talks, mais finalement également de tous les contenus de l'agence, donc les talks, les interviews, les tables rondes, etc. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc une rapide présentation de l'agence, de qui on est. Limpide, nous, on crée des expériences digitales avec nos clients en se basant sur une méthodologie en 4 étapes qu'on a créée et qu'on a fait nourrir depuis maintenant 10 ans et qui nous permet de délivrer avec performance et surtout d'être efficace dans l'ensemble de nos projets. On est actuellement une trentaine à l'agence, composée d'une multitude d'expertises qui ont toutes pour but de travailler sur l'amélioration ou suivant les contextes sur la création d'une expérience digitale. Limpide, on a aussi ce rôle d'accompagnateur, accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, donc notamment au travers du programme Culture Action, qui a vraiment pour objectif d'acculturer les collaborateurs au digital de manière ludique et active, et aussi de nos formations. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder s'il y a des formations qui vous intéressent. Je vais également vous remettre le petit lien dans le chat pour les personnes intéressées. Limpide, on a aussi 2 pôles de compétences qui nous permettent de mener à bien nos projets digitaux. D'un côté, tout ce qui touche à l'expérience utilisateur. Donc, c'est toutes les méthodologies qui vont nous permettre de remettre au centre d'un projet l'utilisateur. Donc, ici, on parle d'audit, de tests utilisateurs, d'interviews, d'analyse. Tous ces éléments vont nous permettre de définir ou de redéfinir de la meilleure manière possible une expérience. Ensuite, on a le pôle Brand Experience, qui est complémentaire également au premier pôle, qui lui touche plus au métier de la communication. Donc, on vient créer des programmes d'identité forts et engageants, des supports de communication, des stratégies d'acquisition et également des dispositifs d'onboarding. Voilà un petit peu pour la présentation de Limpide.
Et donc, le sujet d'aujourd'hui, comment créer un plan de communication B2B vraiment adapté à vos enjeux, c'est le sujet d'aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions tout au long du chat. On gardera bien évidemment quelques minutes à la fin pour y répondre et échanger avec les personnes qui le souhaitent. Jérôme, je te laisse la parole. Merci Naomi, merci pour cette présentation. Alors, l'idée de ce talk aujourd'hui, il y a pas mal de choses à parcourir, à voir quand même, donc on va essayer d'être un peu rapide. Évidemment, on vous passera tous ces éléments par ailleurs, donc ou n'hésitez pas à poser quelques questions si vous en avez, mais voilà, il y a pas mal de contenu à voir ensemble. Alors, une des premières choses, évidemment, quand on parle de plan de communication, c'est il faut communiquer. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la communication et quel que soit le sujet sur lequel on est amené à communiquer. En gros, le moindre sujet dans l'entreprise, le moindre mouvement, la moindre actualité peut être sujette à prendre la parole et communiquer. Alors, pas forcément à faire un plan de communication en tant que tel, mais néanmoins à considérer tout le temps un mouvement, une actu, quel que soit le sujet, de se dire comment je peux utiliser cette idée, cette information, ce contenu au profit de ma notoriété ou au plus large d'un plan de communication. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même savoir qu'en B2B, on le met là, il y a quelques données, mais que le parcours client est beaucoup plus long en B2B qu'en B2C. Et puis, il y a quand même cette nécessité d'aller voir, de s'informer, de monter en intérêt sur un sujet et de ne pas s'engager du jour au lendemain, étant donné que le temps est plus long. Aussi, savoir que aujourd'hui, en B2B, on a souvent eu tendance à se dire que finalement, l'expérience, la création, on est en B2B, après tout, c'est pas la peine de trop se creuser les méninges et de faire des supports de communication plus basiques. Non, c'est faux. Faut vraiment, l'enjeu autour des marques et l'adoption d'une marque en B2C et en B2B, c'est la même problématique. Il faut être créatif, il faut savoir innover et se mettre en lumière. Il y a beaucoup de concurrents. On a tous énormément de concurrents. Donc, il faut vraiment savoir faire la lumière sur sa propre marque au travers des contenus et des différents formats. Donc, il faut être créatif. On le répétera par ailleurs dans cette présentation. Alors maintenant, étape par étape, construire un plan de com, avant tout, c'est savoir quels sont les objectifs que l'on souhaite atteindre. Dimitri, est-ce que tu peux nous informer sur cette partie-là ? Avec plaisir, Jérôme. Effectivement, il faut toujours essayer de faire correspondre ces actions avec des objectifs. Alors, il y a évidemment plusieurs grands types d'objectifs qui sont propres au web marketing, qui forment presque un entonnoir. On est du plus large au plus restreint. Le plus large, c'est celui de la notoriété. C'est l'objectif ici, c'est de faire connaître votre marque auprès d'un public relativement large. On va pas chercher d'interaction, on va pas chercher nécessairement d'engagement avec cette marque-là. On va chercher plutôt de la reconnaissance et de la visibilité. Par exemple, quand vous faites des campagnes d'affichage en 4x3, des annonces presse ou même des campagnes display, vous répondez à un objectif de notoriété. L'objectif suivant, c'est effectivement celui de l'acquisition. Une fois que vous avez été reconnu par votre public, l'objectif, c'est de le faire venir vers votre marque. Alors, c'est de faire venir vers votre marque en physique, lorsque vous le pouvez, ou bien sur le digital, sur des supports, sur un site web, sur un réseau social, etc. Ici, plusieurs actions qui peuvent mener à des campagnes d'acquisition. Ça va être l'achat de mots-clés sur Google avec Google Ads, par exemple, de faire de la publication sponsorisée sur des réseaux sociaux, ou même de l'affiliation avec des sites partenaires pour amener du trafic vers votre site. Ensuite, l'objectif qui va être derrière celui de l'acquisition, c'est celui qui est presque un objectif universel, et ce pourquoi tous les business sont business, c'est celui de la conversion. C'est faire de la vente, faire du lead, générer du lead, récupérer des coordonnées d'un prospect. Souvent, quand on parle de conversion, on pense souvent à de l'achat, mais il peut y avoir tout à fait d'autres types de conversion que celui d'un achat, effectivement. Il y a des campagnes de remarketing qui sont utiles pour ça, des campagnes effectivement d'email pour ceux qui abandonnent le panier, l'optimisation du tunnel de vente, etc. Et enfin, un dernier objectif qui est souvent oublié et pourtant qui est vraiment capital dans un business, c'est le principe de fidélisation. On raconte souvent que fidéliser un client coûte 2 à 3 fois moins cher que d'en acheter un nouveau, si on peut parler d'achat de clients. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et là, on va mettre en place des actions d'email, créer des groupes de clients, avoir des ambassadeurs ou des préconisateurs. Voilà le type d'action que vous pouvez faire correspondre à vos objectifs stratégiques. Et au-delà des objectifs stratégiques, il y a aussi des objectifs opérationnels. Oui, tout à fait. Merci. Effectivement, il n'y a pas que les objectifs stratégiques, il y a aussi les objectifs finalement du projet.
Alors, ils sont de l'ordre du financier, hein, évidemment, maîtriser les coûts de production, rentabiliser, analyser le retour sur investissement, tout ça, ce sera important. Mais ils sont aussi de l'ordre de simplement, pour guider le projet dans la perception qu'on en a en interne, que ce soit pour une direction ou pour des collaborateurs autour, c'est d'être capable de projeter sur l'objectif du projet. C'est aussi de savoir tenir des délais, c'est se dire on va créer des contenus qui suscitent l'intérêt, on va aller chercher des avis utilisateurs, on va valoriser les contributeurs en interne. Voilà, tout ça, ce sont des objectifs sous-jacents aux objectifs stratégiques, mais qui sont importants dans le cadre de la structuration du projet en interne. L'interne, fondamental, encore une fois, sur ce type pour un plan de communication, et on le verra par ailleurs. Donc, objectif stratégique et objectif opérationnel. Maintenant qu'on a passé les objectifs en revue, quand on veut se lancer dans un plan de communication, il faut savoir avec quels moyens on va se lancer. Ce n'est pas tout de se dire, OK, je vais communiquer, d'accord, je veux avoir des objectifs d'acquisition ou de conversion, mais quels sont mes moyens? Manon, est-ce que tu peux nous lister un petit peu, finalement, ces moyens que l'on doit aller identifier au sein de l'entreprise? Oui. Alors, sur les moyens, on en a identifié 4 grands. Donc, le premier qui va être bien sûr le moyen humain, que ce soit en interne. Il va falloir vraiment venir identifier en fait les ressources qu'on va avoir en interne, que ce soit sur la gestion opérationnelle du projet, que ce soit sur la production ou que ce soit sur les expertises. Par exemple, un responsable com, des chargés de projet, des experts métiers, bref, des juridiques, des décideurs. Il y a tout un tas de métiers qui va venir vraiment appuyer le projet. Et ensuite, si jamais on n'a pas assez de ressources en interne, on va venir puiser dans les ressources externes, telles que des prestataires ou des partenaires. Imaginons, on doit produire une vidéo, voilà, on n'a pas notre ressource interne à l'agence, enfin dans votre entreprise, on va venir puiser en externe via un prestataire. Ensuite, on a un deuxième pilier qui va être le financier. Bien évidemment, c'est un aspect très essentiel et important dans votre projet. Il va falloir venir en fait définir un budget. Même si vous n'avez pas un budget précis, il va falloir que vous ayez un peu une idée, que ce soit une enveloppe haute, une enveloppe basse. En tout cas, il va falloir vraiment que vous ayez un peu une idée du budget que vous allez pouvoir allouer à ce projet-là. Ensuite, dans votre enveloppe, il va falloir venir déterminer une enveloppe sur l'achat d'espace, si vous souhaitez en faire. Ouais, effectivement, sur l'achat d'espace, Manon, pour compléter ce que tu dis sur la partie achat d'espace, en général, on va essayer de pas dépenser plus de la moitié de son budget en achat d'espace, hein, pour avoir quelque chose de relativement équilibré. Après, évidemment, tout dépend des objectifs que vous êtes fixés. C'est ça. Et sur le plan média, c'est effectivement autre chose. Hein. Ouais. Et après, le troisième pilier, donc on a les outils. Il va falloir venir déterminer un peu les outils que vous avez en interne, ou si jamais vous n'avez pas les outils en interne, venir en fait identifier les outils que vous allez devoir prendre, que ce soit en termes de CRM, social ou au niveau de la production. Voilà. Donc, et après, le quatrième pilier qui va être le timing. Donc sur le timing, ça va être essentiel de venir déterminer un peu votre deadline vis-à-vis en fait du jour de votre lancement. En fonction de ça, vous allez pouvoir venir construire votre rétro-planning, que ce soit en interne et en externe avec vos prestataires. Ouais. Donc vraiment, très important, lister, identifier les moyens à disposition pour lancer le plan de com. Ça évite tout simplement de perdre du temps ou de partir dans une mauvaise direction. C'est ça. Et juste pour rajouter quelque chose, donc les 4 sont vraiment corrélés. L'un va dépendre de l'autre. Exactement. Alors, les objectifs, les moyens. Bon, maintenant, il faut rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Auprès de qui on va devoir communiquer? Vous savez tous, enfin, je ne sais pas, j'imagine, c'est quand même plutôt communément acquis. Aujourd'hui, on parle de personas. Il va falloir déterminer ces personas. Il existe plein de méthodes pour déterminer les personas. Avant toute chose, il y a quand même un enjeu de savoir envers qui on communique. C'est-à-dire, un plan de com, on a tendance à se dire, oui, c'est évidemment à destination de l'externe. On a des clients, des leads, des prospects, des communautés, etc. Maintenant, on l'a dit juste au préalable, il faut vraiment, vraiment pas sous-estimer l'importance de communiquer également auprès de l'interne. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à oublier qu'en embarquant les gens à l'intérieur de l'entreprise, on a d'autant plus de chances que de diffuser un message et que le message soit adopté et répercuté encore plus sur encore plus de monde. Donc vraiment, nous, on insiste à chaque fois sur tous les plans de communication. On se pose toujours la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de l'interne? Même si ça peut parfois paraître très évident, dire, mais non, mais c'est bon, ils savent bien qu'il y a ce projet qui est mené. Bah non, finalement, ils savent peut-être que le projet est mené, mais peut-être qu'ils auraient voulu y participer, peut-être qu'ils avaient des choses à dire, peut-être qu'ils auraient voulu savoir exactement où on en était sur le projet pour être encore plus accueillants le jour où le projet se lance.
Pour revenir sur les personas, du coup, partant du principe de l'externe, voilà, il y a quelques données à aller chercher, un peu standard, hein, mais on n'a pas fait une grille, des grilles de personas, des templates, il en existe plein. Il y a déjà des données démographiques à aller chercher. L'âge, le sexe, la localisation, le niveau d'études. La localisation est quand même une donnée importante, finalement, de savoir où se trouve un petit peu notre cœur de cible. Les caractéristiques sociales, la profession est un des points clés. Voilà, quand on dit un persona, c'est quelle est sa profession, si mon cœur de cible, c'est plutôt des dirigeants ou des opérationnels, bah, la profession de mon persona sera vraiment essentielle. Évidemment, ses centres d'intérêt, ses revenus, mais encore une fois, la profession plutôt en tête d'affiche. Des aspects psychologiques fondamentaux, quelles sont les motivations et les freins de mes publics cibles pour pouvoir travailler justement des messages qui vont venir soit accentuer, renforcer cette idée que la solution ou notre produit ou notre service répond à cette motivation, ou au contraire apporter des éclaircissements pour être sûr que les freins ne sont pas trop mis en valeur. Et les habitudes comportementales, quels sont les outils de communication? Les points de contact, on va y revenir juste après. Voilà, c'est quand même fondamental quand on monte un persona de savoir quels sont les points de contact, là où on peut aller les toucher de manière la plus efficace. Et puis, à l'idéal, comprendre le parcours client, le parcours d'achat. Il y a un enjeu dans tout ce qu'on raconte, et c'est un peu quand on a mis des mots en gras, localisation, profession, motivation, frein contact, point de contact. C'est en fait, dans le persona, c'est pas la peine d'aller faire des personas trop lourds, trop chargés. En fait, il y a un moment donné, remplir des grilles de personas, c'est un peu perdre du temps. C'est peut-être des fois se faire plaisir et se dire qu'on a bien fait le job. Mais en vrai, la synthèse, ce qu'il y a de plus essentiel, ce qui va vraiment influencer le comportement d'achat, ce sera largement suffisant déjà pour envisager la création d'un point de com, quitte à revenir après et à spécifier des cibles secondaires. Mais en tout cas, dans un premier temps, s'attarder sur la profession, les motivations, les freins, l'âge et les points de contact, entre autres, c'est déjà bien essentiel. Après, sur les points de contact, justement, aujourd'hui, il existe pléthore de points de contact. C'est vrai qu'on a tendance, quand on commence à réfléchir, à dire, bon, attends, on va aller où? Bon, on va faire de l'email. On va faire des réseaux sociaux, un peu de LinkedIn. OK, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On ne sait pas. Voilà, quand on réfléchit comme ça, les premières réflexions ne sont pas forcément, on n'a pas 1000 choses qui sortent. Il y a des outils, on trouve des choses sur Internet, ça, c'est pas nous qui l'avons fait. On l'a trouvé, on pourra vous passer évidemment les références et tout ce qui va bien. Mais voilà, il y a des outils qui existent. Et notamment cet outil-là qui liste vraiment cette espèce de carte de métro de tous les canaux que l'on peut trouver aujourd'hui à l'ère du digital, du phygital. Et c'est vraiment très intéressant parce que quand on suit ces lignes, en fait, on retrouve tout un tas de canaux de support, d'idées de contenu aussi. Des fois, on est à la frontière qui nous permettent de nourrir notre créativité et d'imaginer peut-être des points de contact qu'on ne pensait pas et qui en fait sont bel et bien là. Jérôme, oui, pardon. Je t'interromps juste un petit moment car on a une question d'Elora. Comment définir ces caractéristiques sociales, aspects psycho et habitudes? Alors, attends, je vais revenir parce que les keynotes, c'est bien, mais tu vois, quand il y a des animes, hop. Alors, comment définir? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? La question, c'est quoi? Comment définir les caractéristiques sociales, les aspects psychologiques et les habitudes? Alors, en vrai, comment définir? Nous, à l'agence, je vais faire une mini parenthèse. Effectivement, quand on est face à un sujet, on n'a pas la science infuse. On ne peut pas dire c'est ça, lui c'est ça, elle aime ça, lui machin. Au final, il n'y a que des études qui peuvent être capables de nourrir le fond d'un persona et de venir remplir toutes ces cases et de rentrer dans le détail. Donc, ça veut dire qu'une étude, c'est quoi? C'est aller chercher un panel de publics cibles, d'une typologie qui rentre dans les cases de nos clients et de se dire, en fait, on fait une étude et on mène et on pose des questions et on rentre dans le détail. Ça, c'est la meilleure façon d'être capable de saisir ces caractéristiques sociales. Je veux dire, sur les professions, là, après, on a aussi normalement un CRM, des commerciaux, on connaît nos clients, donc il y a quand même des choses sur lesquelles on est capable de venir répondre en toute autonomie. Mais quand on veut rentrer avec un peu plus de granularité sur la définition d'un persona, on n'a pas le choix que de partir et de faire une étude. Alors, l'étude, elle est quanti, elle est quali. Si elle est quanti, c'est plutôt du sondage, du formulaire, envoyé à notre base de clients, à l'idéal, ou alors à une base de prospects. Mais bon, aujourd'hui, avec le RGPD, je ne sais pas si on a vraiment trop le droit de commencer à inonder de formulaires le marché. En tout cas, mener une étude,
quantitative ou qualitative par téléphone lors d'entretien, c'est quand même ce qui nous permet de comprendre le mieux justement les comportements, qui sont nos cibles prioritaires et leur comportement d'achat. J'espère avoir répondu à cette question. Je continue. Donc, il y a un autre sujet. On a vu les objectifs, les moyens. On a vu finalement nos personas. Maintenant, on a un intérêt quand même à avoir une identité maîtrisée. Ça paraît évident de parler d'identité. On dit oui, on a un logo et puis on a une charte graphique et tout ça. Évidemment, concevoir une identité graphique, des fois, le plan de com a parfois une identité graphique propre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut connaître ses fondamentaux de marque. Il faut aller les chercher et, tant que faire se peut, les exploiter. Et les améliorer ou les faire évoluer dans le cadre d'un plan de com, c'est tout à fait jouable et tout à fait possible au regard du lancement que l'on opère. Néanmoins, il y a un autre sujet qui est important, c'est le tone of voice, la voix de la marque. Et ça, c'est souvent négligé. C'est-à-dire qu'on se dit souvent que l'identité, c'est l'image, voilà, l'image, les couleurs, etc. Et par ailleurs, les mots, la voix de la marque, les mots sont vraiment très importants. Et alors, derrière les mots, il y a les valeurs, la raison d'être. Aujourd'hui, on parle de raison d'être. Elle a été intégrée dans la RSE des entreprises par la loi Pacte. L'engagement social, l'impact environnemental, sociétal, l'impact projeté et réalisé, tout ça, c'est vraiment important puisque c'est là aussi où on est entré dans une ère, on le sait tous, où on a besoin d'adhérer à des discours, des vrais messages et pas seulement, entre guillemets, des messages marketing. Donc, la raison d'être, c'est fondamental. On fait un focus sur le tone of voice parce que, encore une fois, on le néglige souvent. Et en fait, une charte éditoriale, elle est là pour justement, en plus de la charte graphique, venir compléter cette identité, cette empreinte de notre marque. Et si on est amené à communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple, ou autres, il va falloir qu'on ait une charte éditoriale, savoir comment on va prendre la parole. Et dans notre plan de com, ce serait important de respecter cette identité. Donc, dans une charte éditoriale, on retrouve plein de choses, les personas, notamment l'univers lexical, le tone of voice, des guides de style, tout un tas de bonnes pratiques SEO, etc. C'est un document assez fourni. L'idée étant surtout d'être capable de maîtriser le discours de marque. Voilà. Maintenant, on a vu les objectifs, les moyens, on a parlé d'identité, on a parlé de nos personas. Il va falloir rentrer un petit peu dans la partie sympa, je dirais. Manon, quelle est la partie sympa? Les formats. Pensez un petit peu format. Ouais, ça, c'est la partie création, donc la partie la plus sympa du plan de com. Alors, on l'a vu en amont, on a énormément de canaux et on va y retrouver énormément de formats dans chacun de ces canaux. Mais en amont, ce qui est très important, c'est de benchmarker. Nous, à l'agence, qu'importe le projet, on va benchmarker. Benchmarker, ça va vous servir d'un, pour identifier ce que font vos concurrents, deux, pour un peu créer quelque chose de différenciant vis-à-vis d'eux, et trois, pour essayer de capter l'attention de vos prospects ou de vos clients. Donc, vraiment, benchmarker au niveau créatif, au niveau format, au niveau canaux, vraiment, c'est primordial. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va retrouver énormément de formats divers et variés, que ce soit, comme on l'a dit, du digital, du physique, du support print, du support web, bref, on en a énormément. Et également, dans le benchmark, il va falloir venir s'appuyer sur quelques datas. Alors, Jérôme, si tu peux juste revenir en arrière, s'il te plaît. Oui, je peux. Elle est là. On s'est rendu compte, c'est des données qu'on a trouvées. Les études démontrent que les gens se souviennent de 10% de ce qu'ils entendent, de 20% de ce qu'ils lisent et de 80% de ce qu'ils voient et font. Et du coup, vraiment, c'est primordial d'être créatif et d'utiliser des formats adaptés à votre cible. Ça ne sert à rien d'être dans la création, mais il faut créer des formats qui soient adaptés et qui marchent vis-à-vis de votre cible. Et là, on le voit, 85% des vidéos du net sont regardées sans son. Super. Merci. Donc ça aussi, c'est une tendance qui émerge vis-à-vis aussi de nos nouvelles habitudes de consommation. Surtout nous, les Parisiens, on a tendance à regarder notre téléphone dans le métro, dans le RER, dans le taxi, bref. Et du coup, aussi, de benchmarker et de voir ce qui se passe un peu autour, les tendances, le marché, ça permet aussi d'adapter aussi ce qu'on va pouvoir créer vis-à-vis de notre cible. Tout à fait. Et alors, il y a une partie, c'est vrai que ces données ne reflètent pas et qui est quand même une grande tendance. C'est vrai que la voix, on l'a vu, les podcasts se développent de plus en plus. Il y a Clubhouse, vous en avez probablement entendu parler, qui est valorisé déjà je ne sais combien de millions ou de milliards, parce que la voix revient un peu sur le tapis. Donc, encore une fois, tout dépend de là où se trouvent les gens et de leur appétence. Et ça revient aussi par rapport aux caractéristiques sociales où on revient sur les personas, à savoir si on est sur des profils qui auraient tendance à se retrouver sur des réseaux sociaux ou à écouter type Clubhouse ou à écouter des podcasts,
il y aura un intérêt à travailler la voix. Et là où on dit que l'image est importante, la voix l'est aussi. Encore une fois, là, on est sur des données qui nous informent quand même sur les réflexes cognitifs du cerveau humain qui font qu'on retient plus facilement une image qu'un mot ou qu'un son. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, bon, on a balayé un petit peu tous les outils dont nous allons avoir besoin. L'idée maintenant, c'est de construire un plan de com, finalement. C'était un peu ça. Comment construire un plan de com B2B vraiment adapté aux enjeux. On a posé un petit peu le décor, les enjeux, voilà, quels objectifs, nos moyens, à qui on veut s'adresser, quel type de format. Maintenant, il va falloir essayer de mettre tout ça en peinture. Ce n'est pas forcément simple quand on démarre de se projeter, de se dire, par où je commence, qu'est-ce que je fais. Nous, on a fait l'exercice, on s'est dit, tiens, imaginons, demain, on opère la refonte d'un site vitrine. Il y a eu la refonte d'un site vitrine d'une solution CRM ERP et on doit organiser le plan de communication de cette mise en ligne de ce nouveau site. Alors, on est plutôt sur un site qui a un certain nombre de pages, des pages produits qui spécifient tout ce qu'on va y trouver, des pages tarifs, des services, solutions, etc. Ce sont des pages dans lesquelles il y a du contenu, ce sont quand même des pages intéressantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'appuyer sur un site avec une certaine densité d'informations et de contenu sur lesquels on va s'appuyer a priori pour développer notre plan de com. On ne va pas seulement afficher, dire « ouais, super nouveau site ». Il va falloir qu'on montre l'intérêt d'aller découvrir ce nouveau site par une stratégie quand même en s'appuyant sur le contenu. Maintenant, quel est l'objectif de ce site? In fine, pour parler, il faut définir les objectifs. L'objectif, c'est augmenter le trafic et la génération de leads. Ça peut paraître très simple comme objectif. C'est effectivement bien souvent l'objectif que l'on nous assigne, même nous, quand on nous propose de mener en tant qu'agence. Mais là, en l'occurrence, c'est très clair, augmenter le trafic et la génération de leads, puisqu'on est quand même sur un site finalement très orienté solution, applicatif métier. Notre persona prioritaire, on l'a dit, il ne faut pas avoir trop d'informations. Là, c'est assez simple, assez dense, plutôt de l'ordre de la direction générale ou financière, 25-45 ans, homme-femme, connecté mais pas forcément geek, c'est-à-dire qui utilise un laptop, un smartphone, qui n'a pas non plus forcément plus de device de tablette, qui travaille plutôt dans une entreprise grosse PME ou groupe. Et ce qui est finalement sa motivation, c'est de chercher une solution pour piloter plus efficacement son business et accélérer la conversion. Et par contre, les freins, c'est plutôt qu'ils redoutent la surpromesse marketing. La meilleure solution, simple, en un clic, c'est fait, etc., etc. Les points de contact identifiés sont finalement peu nombreux. On a le mail, sur les réseaux sociaux, du search et du bouche à oreille. Alors après, il pourrait y avoir les events, il pourrait y en avoir d'autres. Là, on a synthétisé parce que dans cet exercice de construction de plan de com, on n'a pas voulu passer des heures. Et encore une fois, c'est un exercice synthétique pour vous montrer la voie et notre méthode, en tout cas à l'agence Limpide. On a défini le format. On a travaillé sur les contenus et les formats, justement, les formats et les contenus. Parce qu'on s'est dit, OK, on lance un site. Quoi de mieux que de faire une vidéo screencast avec quelques points d'attention marketing et de message, mais une vidéo screencast, c'est une vidéo qui va présenter de nouveaux sites, qui va présenter des features. On va pouvoir, pourquoi pas, organiser un jeu concours. On est sur un site où l'application, on s'inscrit au mois en free, en premium, en spécial entreprise. Il y a des packs. On peut imaginer faire un jeu concours autour du lancement de ce site pour faire gagner peut-être 2 mois d'abonnement gratuit. On va valoriser nos features et nos pages. On l'a vu, il y a pas mal de contenu sur ce site. On va aussi valoriser l'interne. On l'a dit, l'interne. Toujours important de mettre en avant l'interne. Alors là, les interviews des équipes qui ont travaillé sur le projet, pourquoi on les met en valeur? Parce qu'on est potentiellement sur une applicative, sur un produit, sur un service digital type CRM, ERP. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui travaillent à améliorer l'expérience utilisateur de ce produit tous les jours. Finalement, le site web va être lui aussi une façon de valoriser notre travail sur le parcours client, sur l'expérience utilisateur. Les équipes en interne, elles ont un mot à dire. On a sorti un site, ce n'est pas l'outil que vous utilisez toujours, mais on l'a fait aussi bien que de la manière dont on pense votre outil au quotidien. On va pouvoir travailler sur les feedbacks, c'est-à-dire les premiers feedbacks qu'on va avoir sur le site, de retour de clients ou de « Ah, super, votre site, on adore ». Pas hésiter à valoriser les feedbacks, en fait. Faut être fier du projet réalisé. On va mettre en place un programme de parrainage pour tous les clients, dire « OK, dans le cadre du lancement du site, vous pouvez parrainer un certain nombre et avoir, vous connaissez le principe du parrainage, en tout cas, avoir, vous, une remise commerciale. Et puis, on va, pourquoi pas, avoir un kit média parce qu'on est sur une solution qui est distribuée par des partenaires. Donc, on va pouvoir leur proposer un kit média tout simple avec des bannières, un petit peu de contenu, un petit peu de matériel graphique qui pourront eux-mêmes exploiter peut-être dans leur newsletter ou autre pour valoriser la solution. Ce qu'on a imaginé, c'est qu'on ait aussi un petit peu d'achat d'espace. Du coup, on l'a dit, le budget, quels sont nos moyens financiers. On a une petite enveloppe, on n'a pas forcément une grosse enveloppe, mais on a une petite enveloppe
on veut être malin, on a peut-être, on a 1000 euros à dépenser. Ça peut paraître pas énorme, et pourtant 1000 euros, c'est déjà une somme. Et on viendra essayer de toucher nos personas là où ils se trouvent. On l'avait dit, plutôt en search, Google et sur les réseaux sociaux. Voilà pour la partie format. Maintenant qu'on a tout ça, c'est-à-dire qu'on a fait notre travail, il va falloir mettre tout ça en peinture, le plan concrètement. Moi, Manon, je ne sais pas ce que tu en penses, en tout cas Dimitri également, hein, un plan de com pour une sortie de site, on ne va pas partir sur un plan de com sur 3 mois, on est sur un plan de com au maximum sur 1 mois, ça reste un site internet. 4 semaines, ça me semble bien en partant du jour J pour toucher nos cibles externes, évidemment la cible externe. Qu'est-ce que tu en penses, Manon? Ouais, je pense que 4 semaines, c'est très bien. Après, moi, j'imaginais plus une mécanique en 2 temps, surtout quand on est sur un plan de com autour d'une sortie de site. Pourquoi pas avoir un premier temps avec une phase de teasing, pas trop longue, et après avoir une phase de reveal juste à partir du jour du lancement, de la mise en ligne du site. Effectivement, c'est pas mal, tu as raison. Le teasing sera plus pour la cible externe et pas forcément pour l'interne. Mais c'est vrai que c'est bien de faire monter un peu en pression ce sujet parce que c'est quand même un événement. On a travaillé longtemps sur la production de ce site. Il y a eu beaucoup d'efforts de fournis. Et ben, il faut valoriser ces efforts et faire monter un petit peu la pression autour de cet événement. Et tu me diras pourquoi 2 semaines? Alors 2 semaines pour pas non plus communiquer trop tôt, pour pas non plus perdre notre cible. Et 2 semaines, c'est bien parce qu'on va avoir quelques temps forts entre la semaine 2 et la semaine 1, on va voir juste après. Je pense que 2 semaines, c'est vraiment le timing adapté, en tout cas pour une phase de teasing. D'accord. Et donc, du coup, si on monte à 2 semaines, les premiers qu'on va devoir informer, c'est plutôt en interne. On ne va pas commencer à communiquer à l'externe avant d'avoir communiqué à l'interne. Donc, finalement, notre première action de com, elle va se situer autour de J-15. C'est un événement interne avec le big boss, le CEO, qui va prendre la parole, et puis le responsable communication, le DIRCOM, qui va lui faire son travail de présentation un peu de toute cette communication qui va avoir lieu. Alors, quand on dit discours d'un CEO ou présentation, on a fait un petit focus parce que c'est quand même intéressant de se reconcentrer 2 secondes sur ce qu'on a appelé le core content. Voilà, il faut être capable, dans le cadre d'un projet de com et quand on prend la parole en interne, ou même ce sera valable également pour l'externe, c'est de se relister un peu des réponses à toutes ces questions que l'on a ici affichées. Savoir quel est le contexte, d'où est-ce qu'on vient, pourquoi on veut changer, comment on va faire, comment ça va marcher, qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qu'on attend de vous et qu'est-ce que vous devez attendre de nous, etc., etc. Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles on doit être capable d'apporter une réponse pour construire son discours à destination de l'interne. Et encore une fois, on vous passera les documents si vous voulez avoir le détail de toutes ces listes. Mais quand on répond à ça, déjà, on a vraiment déjà la trame de contenu efficace. Après, reste à savoir comment c'est rédigé, mais évidemment, ce sera bien fait. En ce qui concerne le chargé de com, la direction de communication, avoir une présentation slide, 4-5 slides, pas beaucoup plus, qui présente le plan de com, qui dit bon, bah, voilà ce qu'on va faire. On va communiquer, vous savez, peut-être on va renouveler le site, mais voilà ce qu'on va mettre en œuvre dans le cadre de ce renouvellement de site et de cette communication. Encore une fois, impliquer les gens en interne, présentation en avant-première du nouveau site, détail du plan de com, sensibiliser sur le partage sur les réseaux sociaux, c'est important, hein, parce que tout à chacun dans l'entreprise, on est amené à être soi-même pourvoyeur de la belle information, porteur de cette information, et donc d'être amené à partager cette info sur les réseaux sociaux, sur ses propres réseaux sociaux perso. Bon, voilà, donc on a fait ce premier event à J-15. Maintenant, jusqu'au lancement, en interne, il va falloir qu'on anime aussi. Voilà. Et on ne va pas animer tout le temps de la même façon avec une visio. Peut-être qu'on a un intranet, peut-être qu'on a une workplace, type workplace Facebook, peut-être qu'on a un Google+, tout dépend des outils. Sur cet intranet ou cet espace interne, on va pouvoir continuer à diffuser de l'information type peut-être des nouvelles pages ou des choses, des histoires, peut-être des histoires autour de la création de certaines pages. Et puis, à J-1, un rappel sur le lancement, un petit texto. Ça peut aussi fonctionner quand on est dans une entreprise où il y a, par exemple, des consultants décentralisés. On peut imaginer d'envoyer un texto en interne. Hey, n'oublie pas, demain, c'est le lancement, c'est un grand jour. Hashtag on est fiers, stay tuned, restez connectés sur les réseaux, etc. Et puis un petit mail, malgré tout, adressé à la base. Voilà maintenant ce que je te propose de pouvoir mener en interne. Qu'est-ce que tu peux nous proposer, toi, sur l'externe, du coup? Alors moi, sur l'externe, je pense que J-15, c'est beaucoup trop tôt, en tout cas pour notre cible externe. Donc, je partirai plus sur un J-10. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. J-10, c'est vraiment le bon timing. Et ici, en fait, on viendrait tout simplement annoncer cette sortie de site à notre base client. Donc, vraiment, les gens qui nous connaissent, on touche pas du tout les prospects, c'est vraiment les gens qui nous connaissent via un email. Ça permettra d'impliquer et d'informer, en fait, notre base client en avant-première. Donc, on mettrait en avant aussi notre fierté de sortir ce nouveau site. On présenterait
Pourquoi pas quelques features en avant-première. Également, on rappellerait les quelques objectifs de pourquoi en fait on lance ce nouveau site. Et après, on viendrait faire quelques push, pourquoi pas sur le programme de parrainage. Également en leur disant suivez-nous sur les réseaux sociaux. Entre aujourd'hui et le jour J, il va se passer plein de choses, donc suivez-nous. Et à la fin, on viendrait faire un push contact pour si jamais voilà, ils ont des questions, s'ils ont besoin de plus d'informations. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer jusqu'au jour J? Alors, jusqu'au jour J, je parlais de temps forts. Donc, nous, on va avoir 3 temps forts, à J-7, J-3 et J-1, avec en fait des push vidéo qui vont venir teaser jusqu'au jour J et venir un peu étayer la curiosité de notre cible. Donc moi, j'avais imaginé plutôt des vidéos capsules qui viendraient en fait être relayées sur nos réseaux sociaux propriétaires tels que LinkedIn, Instagram ou Twitter ou autres, ou YouTube même. Donc on aurait 3 vidéos capsules d'une durée de 15 secondes. C'est un format qui s'y prête vraiment bien en tout cas pour les réseaux sociaux. Format 9/16, format mobile, comme on disait. Les gens regardent plus des vidéos dans le métro, etc. Donc, pourquoi pas adapter notre format, en tout cas, aux habitudes de consommation. Et pourquoi pas également, sur ces 3 temps forts, on aurait en fait 3 storyboards différenciés. À J-7, on viendrait, pourquoi pas, mettre en avant les backstage et le process de création de ce site internet pour justement venir étayer un peu la curiosité. À J-3, on viendrait mettre en avant quelques pages du site internet. Alors, pour rappel, on l'a fait dans l'email vis-à-vis de notre base client, mais aujourd'hui, à J-3, en fait, on le fait vis-à-vis de notre cible prospect, les gens qui ne connaissent pas forcément. Et à J-1, on est la veille, on dit on a hâte et qui se prépare. On est fiers. Voilà. C'est pas mal, ça me paraît pas mal, en tout cas comme phase de teasing. À 2 semaines avant, voilà, on a réussi à animer un petit peu et l'interne et l'externe. Maintenant, c'est parti, c'est le jour J, c'est le grand lancement. Le lancement, on l'a vu dans les formats, on avait imaginé pourquoi pas une vidéo screencast, type screencast. Bon, ça va être quand même le cœur de notre élément fort visuel mémorisable qui va donner l'envie d'aller découvrir encore un petit peu plus ce nouveau portail. Alors, en interne, on va la diffuser sur notre réseau social interne. Et puis, à l'externe, on va peut-être refaire quand même 2 semaines après, du coup, un email à destination de notre base client pour leur dire, ça y est, c'est parti, le site est en ligne. Et puis, sur les réseaux sociaux, c'est parti, on diffuse. Maintenant, on diffuse sur les réseaux sociaux. Est-ce que, Dimitri, toi, tu aurais quelques idées sur la partie promotion à nous soumettre? Ouais, avec plaisir. En fait, c'est une très bonne idée de pouvoir diffuser un message sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que quand on le fait de manière naturelle, en organique, c'est-à-dire quand on va faire une publication de post, souvent les algorithmes des réseaux sociaux, là en l'espèce c'est LinkedIn, va pas nécessairement diffuser ce message à l'ensemble de ton audience. Donc on va peut-être toucher entre 15 et 20, 25, peut-être même 25% de nos abonnés. C'est dommage parce que ça en laisse quand même une grande partie qui elle aussi devrait être au courant de cette mise en ligne. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire du sponsoring de publication, c'est-à-dire promouvoir la publication qui annonce la sortie du nouveau site et la promouvoir uniquement auprès de nos abonnés. Ici, on va pas du tout aller faire d'acquisition sur un public qui nous connaît pas, puisque un public qui nous connaît pas, on l'a rappelé tout à l'heure, ça n'a pas nécessairement d'intérêt pour la sortie d'un site. En revanche, c'est bien que ceux qui suivent déjà l'entreprise puissent avoir cette information-là. Ça permet aussi de répondre à la question de Christophe qui vient de nous poser une question pertinente. Forcément, c'est celle de Christophe, en nous demandant comment s'assurer que toutes les cibles reçoivent bien le message. Ça, effectivement, ça en fait partie. Le fait de pouvoir accompagner un message naturel. Et après, on va parler évidemment de mesure de la performance pour s'assurer que effectivement tout le monde a bien reçu. Mais voilà, le sponsoring de publication, ça fait effectivement partie de ça. Une autre action qu'on va pouvoir mener aussi, qui est aussi intéressante, c'est de s'assurer que l'ensemble des visiteurs du site, de l'ancien site, puissent bien recevoir ce message-là. Alors, c'est potentiellement des gens qu'on n'a pas dans une base d'email, c'est potentiellement des gens qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, grâce à des outils, notamment Facebook, LinkedIn ou encore Google mettent à disposition ces outils-là, on sait qui vient visiter notre site internet. Et à la même manière qu'on va mettre en place des campagnes de remarketing, on va pouvoir mettre en place des campagnes qui vont afficher sur des sites partenaires de la régie publicitaire de Google des bannières qui font la promotion de notre nouveau site auprès des visiteurs des 30 derniers jours du site de l'ancien site, ou bien même d'autres sites internet de l'écosystème, comme un blog si on a un blog dédié.
Donc, on va pouvoir aller pendant 1 à 2 semaines, aller promouvoir ces bannières-là auprès de notre public. Super. Donc, effectivement, ce sera sur toute la période. Maintenant, on a opéré le lancement, on est au tout début. Sur la cible externe, Manon, je te laisse nous détailler un peu comment on structure de manière macro. Encore une fois, c'est très macro, hein. Oui. Ça doit être précisé, mais je te laisse nous raconter un peu l'histoire. Oui. Alors après, une fois qu'on a fait le lancement, en fait, on va prendre en compte cette période un peu chaude pour justement venir un petit peu relancer les contenus et venir appuyer le jeu concours. Moi, je l'ai positionné plutôt à J+3. Pourquoi pas à J+3? Alors pourquoi à J+3? Parce que si on le fait au jour J, en fait, on est vraiment dans l'actu chaude et forcément le jeu concours va disparaître. Enfin, il va pas avoir autant de voix que s'il était tout seul. Et en plus de ça, on aurait en fait directement sur le site internet une pop-in qui avertit directement l'utilisateur qu'il y a un jeu concours. Donc, on va plutôt être à J+3. Ensuite, une semaine après, on va venir appuyer en fait tous nos contenus sur nos réseaux sociaux, comme on l'a vu juste avant, les interviews de la team, le push des features et des pages du site, quelques interviews des feedbacks des utilisateurs, rappeler le parrainage plutôt à J15 du coup, à J19 refaire un push sur les features et les pages du site, et à J25 du coup on ferait l'annonce du gagnant du jeu concours. Donc ici on va avoir quelques push à la fois sur les réseaux sociaux, donc là on a mis LinkedIn, et à la fois par email pour vraiment les informations importantes telles que le rappel du parrainage ou l'annonce du gagnant. Donc ça, c'est effectivement l'email, c'est plus à destination de notre base de clients. C'est ça. Là, si on regarde sur toute la période, sur 1 mois et demi, ça fait 4 mails à destination de la base. Ça peut paraître beaucoup. Effectivement, il faut bien considérer cet aspect-là. Il ne faut pas surcharger nos clients d'email. Peut-être que 3, c'est préférable. 4, c'est le grand maximum. Voilà. Après, tout ça, c'est à déterminer en fonction de la sollicitation de nos bases clients et de savoir s'ils sont capables d'être réceptifs ou pas. Ouais. Et aussi les contenus qui vont être différents les uns des autres. Exactement. Ok, merci Manon. Donc là, c'est macro, encore une fois. Tout ça, ça demande à être bien structuré, d'avoir un vrai calendrier, hein. Là, c'est un exercice de slide, donc on est dans la présentation graphique. Il faut avoir un vrai calendrier à disposition. Alors, est-ce que c'est simplement d'Excel ou est-ce qu'il y a d'autres outils collaboratifs qui permettent de le faire? Un bon Excel fonctionne très bien. Un support slide fonctionne bien quand on n'a pas trop de points de contact et d'éléments de com. Là, en l'occurrence, ça pourrait être plus détaillé, mais déjà, ça donne une bonne vision de ce que l'on peut faire sur la cible externe entre une phase de teasing et une phase de reveal. Alors, évidemment, il y a la partie interne. Bon, sur la partie interne, entre le jour du lancement et le reveal, voilà, l'idée, c'est de communiquer sur ce qui se passe autour du lancement de ce nouveau site, les retours, les fameux feedbacks, de les communiquer en priorité envers l'interne, d'avoir des retours de performance, de dire super, le site, gros trafic, ça marche bien, on sent que tout le monde répond, notre campagne de com fonctionne. Voilà. Partager la data autour de ce lancement, c'est vraiment important, encore une fois, dans l'optique de susciter l'adhésion auprès des gens en interne et qu'ils aient d'autant plus envie de partager et d'être fiers. C'est aussi simple que ça, mais la fierté, c'est important. Voilà pour l'exercice de construction d'un plan de communication. Bon, c'est pas tout, on a fait tout ça. Maintenant, est-ce que ça marche? On l'a vu au départ, dans les objectifs, il y a des objectifs vraiment stratégiques et des objectifs opérationnels derrière. C'est quels sont mes KPI, mon retour sur investissement. Il va falloir mesurer la performance. Dimitri, est-ce que tu peux nous informer sur ce point? Effectivement, la mesure, c'est vraiment un point essentiel, hein. C'est souvent quelque chose qui est oublié. Mesurer nos actions pour savoir si elles ont fonctionné ou pas, c'est vraiment effectivement très important. On vous a mis des exemples de KPI, en tout cas d'indicateurs clés de performance, en fonction des objectifs qu'on avait vus un petit peu plus tôt. Si vous êtes sur un objectif principal de notoriété, donc faire connaître votre marque, ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où vos annonces ont été vues, où elles ont été diffusées. Si vous êtes sur une vidéo, c'est effectivement le nombre de vues de votre vidéo. Lorsqu'on va être sur de l'acquisition, là, forcément, ce qu'on va aller voir, c'est la quantité, évidemment, de trafic que vous avez apporté, hein, mais aussi des indicateurs un peu plus poussés, comme le taux de clic de vos annonces, savoir si vos annonces ont bien engagé. Un bon taux de clic, par exemple, sur des campagnes d'acquisition sur Google Ads, ça va se situer entre 8 et 12%. Et puis, on va aussi voir le taux de rebond, c'est-à-dire le comportement de l'utilisateur sur votre support web, savoir s'il a consulté une page ou plus. S'il n'a consulté qu'une seule page, à ce moment-là, on est sur un taux de rebond. Enfin, on est sur un marqueur d'un taux de rebond.
D'un aspect de conversion aussi, là forcément on va aller voir le taux de conversion, donc le nombre de conversions qui ont été faites divisé par le nombre de personnes qui sont arrivées sur la page, le nombre de sessions, hein. Et puis aussi évidemment le coût de conversion, ça on va se rapprocher du ROI, mais c'est de savoir combien est-ce que vous avez vous dépensé en achat d'espace, en ressources, en partie budget, hein, pour générer X conversions. Ça c'est un marqueur qui est évidemment très important. Et enfin on en parlait aussi de la fidélisation. Ici, on a fait un petit anglicisme parce qu'il n'y a pas forcément d'équivalent en français, mais on va appeler ça le churn rate. Et le churn, c'est le pourcentage. En tout cas, c'est un churn, c'est quelqu'un qui va se désabonner d'un abonnement. Voilà. Et lorsqu'on est sur des modèles qui sont des modèles de plus en plus communs aujourd'hui, hein, qui sont basés sur un principe d'abonnement, sur un principe de récurrence, le taux de churn est un élément indispensable. On va effectivement aussi, en parlant de fidélisation, voir le nombre de ventes qui ont été réalisées par an par client. Voir si un client permet de générer plusieurs ventes dans un mois, dans une année. Ça va être un indicateur clé aussi de performance. Yes, ok. Bon, c'est pas tous les KPI, mais comment on les mesure, ces KPI? Alors, on va merci. On va évidemment les mesurer avec les outils propriétaires, par exemple des réseaux sociaux ou lorsqu'on envoie une newsletter du routeur de mail, hein, Mailchimp, Sendinblue, etc. On va se servir directement des KPI qui sont dispensés sur ces outils propriétaires. Et effectivement, vous avez des outils d'analyse pour votre site web. Le plus connu, c'est évidemment Google Analytics. On a aussi un outil de Google qui permet de mesurer ce qui se passe sur le référencement naturel, en tout cas sur l'état d'indexation de votre site, qui s'appelle Google Search Console. Je vous encourage à aller exploiter cet outil-là si vous ne le connaissez pas. Et puis, on a des outils un peu plus avancés qui nous permettent de mettre en avant cette data et en tout cas de faire de la data visualisation avec Google Data Studio et une alternative à Google Analytics pour éviter la primauté de cet outil. C'est AT Internet aussi que vous pouvez utiliser pour traquer le visiteur sur votre site. Ok, bon, on arrive tout doucement au bout de cet exercice. Je crois qu'on tient le délai. Voilà, on a parlé un petit peu vite, mais il y avait pas mal de choses à parcourir. Une dernière chose, finalement, de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on peut vous recommander, les 3 conseils à avoir en tête. Nous, on en a choisi 3, on aurait pu en choisir d'autres. Le premier, c'est simplifier les personas. Vraiment, encore une fois, on a trop d'exemples de personas en ligne. Comment faire un persona? Il y a énormément de données. On sent que c'est toujours très chargé. En vrai, tout ne sert pas. Voilà, en B2B, simplifier les personas. On est quand même un petit peu moins dans l'émotionnel par rapport au B2C où vraiment on va devoir comprendre les habitudes de consommation fine. Là, on est en B2B, il faut quand même simplifier les personas, aller un peu droit au but. Développer des contenus créatifs, c'est une certitude. La créativité, ça pour le coup, que l'on soit en B2C ou en B2B, c'est important. La moindre information, le moindre bout de gras peut être exploité en vidéo, en image, de manière sonore. Et conserver votre identité, soyez cohérent. Et puis à la fin, c'est ce qu'on vient de voir avec Dimitri, mesurer l'efficacité. Voilà un petit peu pour tous ces éléments d'information et de méthodes que l'on souhaitait vous partager pour aujourd'hui, pour ce talk dédié au plan de communication B2B. Merci à tous. C'est le temps des questions. Et on en a notamment une pour Jérôme ou Manon, à propos des personas notamment. Combien faudrait-il en interroger pour avoir la vision la plus efficace d'un profil? Ok, alors je vais couper le partage. Voilà, parce que comme ça, je reviens avec vous depuis tout à l'heure. Je suis que face à la presse et c'est toujours un peu bizarre d'être tout seul, finalement. En fait, c'est encore une fois, ça dépend. Tout dépend du type comment dirais-je, tout dépend du type de service, du type de business que l'on a. Évidemment, si on est sur un business plutôt à l'international, d'un seul coup, le panier d'utilisateurs ou de clients à aller interviewer pour vraiment réussir à dresser des profils de cibles prioritaires par pays sera beaucoup plus important. Maintenant, le quanti et le quali, c'est important. C'est-à-dire qu'avec le quanti, on va pouvoir adresser une base de 5 000 peut-être, tout bêtement, de 10 000. Si on a 10 000 contacts dans notre base, 10 000 clients, on va pouvoir adresser ces 10 000 clients avec une démarche quantitative, un formulaire, un sondage bien mené. Et puis, on espère avoir un taux de réponse important. Encore une fois, il faut solliciter. Alors, est-ce que des fois, il faut mettre au bout une petite carotte pour que les gens répondent? Ça, on le voit souvent passer dans nos boîtes mail. En tout cas, le quanti va nous permettre d'aller taper très large. Maintenant, sur le quali, vraisemblablement, voilà, encore une fois, ça va dépendre des sujets. Mais quand on a été audité, je dirais,
entre 10 et 30, 40 profils, c'est vraiment une cote mal taillée parce que je ne sais pas exactement de quel. Sur le sujet du CRM, par exemple, on pourrait se dire, allons auditer, voilà, 10, 20 profils au téléphone, on parle, on essaye de comprendre avec eux leurs freins, leurs motivations, tout ça. C'est déjà très enrichissant et très instructif. Il n'y a pas besoin d'aller faire 100 interviews quali pour avoir des informations. Alors évidemment, dans les clients, il va falloir les sélectionner, prendre ceux, clients prospects d'ailleurs, hein, prendre ceux qui nous connaissent, qui nous aiment bien, prendre ceux dont on sait qu'ils ne nous aiment pas trop parce qu'il y a eu des petits problèmes, aller chercher des prospects avec lesquels on est en cours de contact, on va peut-être signer un deal, mais ce n'est pas encore fait. Voilà, il faut essayer d'ouvrir entre 10 et 20 en interview quali, c'est déjà bien. Et par contre, sur le quanti, il faut ouvrir au maximum. Merci Jérôme. Et alors, on a une autre question. Je dirais de refaire les personnages tous les ans. En fait, ce que je suggère surtout, c'est de suivre précisément les indicateurs de performance du site web qu'on a lancé ou de l'application. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, refaire tous les ans les personas, je ne suis pas certain que ça évolue aussi vite en marketing. Je veux dire, là, dans l'exemple d'un outil CRM ERP, le persona type, il ne change pas tous les ans. Donc, moi, je ne suggérerais pas de refaire cet exercice tous les ans. Je pense qu'on le fait quand on lance un plan de com. Voilà, on se dit, ou alors on les a déjà et on les connaît, on s'appuie dessus, ou on ne les a pas, on fait l'exercice, mais tous les ans n'ont pas d'intérêt. Par contre, suivre tous les mois la performance de son site web, ça, c'est vraiment essentiel. Oui. Merci Jérôme. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a Céline qui est très gourmand de questions. Ah, merci. Non, c'était plus une question. Je voyais que ça tapait. Pas de souci. Bienvenue. Voilà. Écoutez. Si personne n'a de questions, je vous propose de clôturer ce talk. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger davantage sur vos projets à vous. Et on se retrouve au prochain talk sur le cahier des charges. Ça marche. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Petit bonjour à Audrey, j'en profite. Bonjour Audrey, du coup. Allez, au revoir. Attention. Bonne journée à tous. Au revoir.